Une de ce journal, nouveau drame sur le fleuve Congo, au moins 18 morts, 200 rescapés et plusieurs disparus dans un naufrage survenu dans la nuit de ce samedi à dimanche au village Boyeka. Il s'agit à nouveau d'une baleinière qui a mal terminé sa navigation. Les salaires et primes des administrateurs de territoire et de leurs assistants nouvellement nommés ne sont pas prévus dans le projet de loi de finances 2024. C'est l'une des observations faites par la société civile. Ces organisations étaient en séance de travail avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Et dans le monde, l'aide humanitaire continue d'être acheminée dans la bande de Gaza. Ce dimanche, 17 camions, dont 6 citernes de carburant, ont traversé le terminal égyptien de Rafah en direction de l'enclave bombardée et assiégée par Israël. Et on parlera également sport dans ce journal. Belle entrée en lice de tout-puissant Mazembe. Le club congolais a battu l'Espérance de Tunis. Score du match 1-0 grâce justement à un but de Cheikh Fofana à la 11e minute. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un nouveau drame maritime a frappé la province de l'Équateur. Une baleinière en bois transportant des passagers a fait naufrage dans les eaux du fleuve Congo près de Mbandaka. Le bilan provisoire fait état d'au moins 18 morts, 200 rescapés et plusieurs disparus. Les causes exactes de ce naufrage ne sont pas pour l'heure établies. Entre-temps, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou victimes portées disparues. Cet accident survient quelques semaines après la tragédie maritime de la baleinière Mapamboli dans la même région, un naufrage qui a causé la mort de plus de 50 personnes. De nombreux passagers demeurent encore introuvables. Le manque de régulation des transports fluviaux dans la province est souvent décrié, ainsi qu'un certain laisser-aller des pouvoirs publics. Le Sénat a, au cours d'une plénière marathon tenue ce week-end sous la direction de son président Modeste Bahati Lukwebo, voté en seconde lecture le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances exercice 2022. Le vote a été précédé par les explications du ministre des Finances sur les dépassements budgétaires relevés au cours de l'exercice 2022. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 88 ont pris part au vote, 86 ont voté pour, un seul a voté contre, un autre s'est abstenu. Ce vote est intervenu après un débat général, mais bien avant, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté l'économie du projet de loi. Dans son exposé, le ministre a demandé aux élus des élus d'approuver ce texte de loi sous examen dont l'objectif essentiel est d'accroître les recettes de l'État. Une occasion pour Nicolas Kazadi qui a tenté d'expliquer les raisons des dépassements budgétaires par certaines institutions et d'autres services de l'État. Au cours de la même plénière, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, visé par une interpellation du sénateur Denis Kambayi sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende dans le Grand Kasaï, a été entendu sur ce dossier. Le sénateur Denis Kambayi, à travers cette initiative parlementaire, voulu savoir l'évolution de ce projet qui tient à cœur à tous les habitants du Grand Kasaï. Dans sa démarche, le sénateur Kambayi a aussi voulu savoir à quand l'évacuation des matériels de cette centrale qui sont dans les entrepôts de la SNCC et de Connex Africa à Lubumbashi. Dans sa réponse, le ministre Olivier Moïse a reconnu que les travaux de construction de cette centrale sont à l'arrêt depuis 2016 suite à la mise à l'écart de la société Angélique Internationale, contractant génie civil et chargé de la logistique. Décision prise sur demande du gouvernement indien. Le ministre des Ressources hydrauliques a par ailleurs affirmé que le gouvernement de la République reste préoccupé par cet important projet et cherche les voies et moyens pour relancer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Katende. Après débat, le ministre Olivier Moïse a sollicité et obtenu de la plénière un délai afin de revenir devant les sénateurs pour rencontrer leurs préoccupations.
Le clou de cette plénière marathon, c'est l'examen par les sénateurs de 2 projets de loi, notamment celui portant réforme des procédures fiscales et celui relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont l'économie a été présentée par le ministre des Finances. Les 2 textes ont été envoyés à la Commission économique financière Bonne Gouvernance qui a 48 heures pour examiner en profondeur les 2 projets de loi. Ils ouvrent la voie à la plus grande réforme fiscale en République démocratique du Congo, la dernière réforme datant de 1969. Et entre-temps, je l'ai dit au sommaire, le budget 2024 est minutieusement scruté par les organisations de la société civile. Le REGED et l'ODEP, par exemple, ont présenté à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale leur analyse du projet de loi de finances 2024. Ces organisations de la société civile ont dit regretter que le budget de l'éducation soit en régression, près de 5,7% de régression, soit 18% dans le projet de loi de finances 2024. La société civile a par ailleurs demandé aux députés nationaux d'user de leur pouvoir d'autorité budgétaire pour allouer des crédits au titre des salaires en faveur des 435 administrateurs de territoire et 625 inspecteurs territoriaux et d'augmenter les crédits destinés à financer la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire dans la territoriale à au moins 3 500 000 francs congolais. Et nous l'avons annoncé hier dans le journal, le président de la République avait rencontré samedi en perspective des élections à venir les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales. Je vous propose de suivre d'abord ce reportage de la participation de la gouverneure Fifi Masuka. En séjour de travail, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales de la RDC ont été reçus en audience par le président de la République samedi 21 octobre 2023. L'échange entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses répondants au sommet des provinces a porté principalement sur l'état des lieux et les élections générales du 20 décembre prochain. L'autorité suprême du pays a rassuré ses hôtes du caractère irréversible des élections dont les préparatifs ont atteint presque 90%. Les chefs des exécutifs provinciaux ont eu le temps de lui faire part de leurs difficultés d'ordre sécuritaire et infrastructurel. Ils ont tout de même encouragé le chef de l'État pour son initiative du projet de développement de 145 territoires dont la mise en œuvre est palpable. Parmi les hôtes du premier citoyen du pays a figuré la gouverneure du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini a présenté brièvement les travaux des centaines d'ouvrages achevés et en cours de construction sous le coaching du président Tshisekedi. Pendant près de 2 semaines de sa mission officielle à Kinshasa, Marie-Thérèse Masuka a déployé une série d'activités de grande importance pour sa chère population. Dans la suite de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, quelques jeunes entrepreneurs ayant fait preuve dans le domaine de génie civil. Kevin Masuka, directeur général de l'entreprise Naïssa, était du nombre. Naïssa, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous œuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sous toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Et autre chose à présent, Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, a accueilli il y a quelques jours les travaux du Forum économique pour la création du réseau des régions africaines pour le développement et l'investissement en Afrique. La Chambre de commerce, de l'industrie et de services de la RDC, à travers son président, a pris part à ces assises. Une vingtaine de chambres de commerce, d'industrie et de services du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, dont la CCIS-RDC, se sont retrouvées dans la capitale marocaine pour 48 heures d'échanges sur les opportunités d'affaires et d'investissement au cours du Forum économique pour la création d'un réseau des régions africaines pour le développement et l'investissement en Afrique. À l'initiative de M. Hassan, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie et de services de Rabat Salé Kenitra, notamment 3 villes industrielles marocaines rassemblées en méga-régions, les participants à ce forum se sont inscrits dans une approche diplomatique d'affaires parallèle afin de contourner
la lourdeur des canaux administratifs. Finalité, faciliter les partenariats d'affaires entre l'Afrique et le Moyen-Orient, la particularité étant la valorisation des régions africaines à l'ère de l'intégration continentale et un appui de taille dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et pour réussir une telle entreprise, les organisateurs s'appuient sur les principales chambres africaines de commerce, d'industrie et de services, dont celle de la République démocratique du Congo. Les échanges intenses entre Jean-Robert Issifwa et certaines personnalités, dont le ministre marocain du Commerce et de l'Industrie, ainsi que le président du patronat marocain, ont témoigné justement cet intérêt. Le grand moment de ces assises de Rabat a été le lancement de la création de la Fédération de chambres de commerce, d'industrie et des services arabo-africaines. Et l'honneur a été fait à la CCIS-RDC pour faire cette annonce. Une occasion pour Jean-Robert Issifwa de présenter les opportunités d'investissement qu'offre son pays. La Fédération des chambres de commerce arabo-africaines sauvait désormais une ouverture vers le Moyen-Orient, l'Occident, ayant déjà étalé les limites de son partenariat avec l'Afrique, notre continent. Et la FDNT, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu un nouveau partenaire dans sa lutte pour la prise en charge des personnes drépanocytaires. Il s'agit de la firme pharmaceutique Roche. Les deux organisations ont procédé en fin de cette semaine à la signature des nouveaux partenariats. Il s'agira dans ce nouveau partenariat de répondre à la question de la fourniture en équipement de laboratoire du Centre de médecine mixte et d'anémie SS, connu principalement sous le nom de Mabonga à Kinshasa, mais aussi de renforcer la sensibilisation et le dépistage des cancers féminins, notamment le cancer du sein et du col de l'utérus en RDC. Le soutien à l'accès au sang de qualité à travers des équipements de diagnostic et l'appui aux collectes de sang pour les cliniques drépanocytaires et les maternités y figurent également. Comment peut-on faire pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, le gouvernement, les partenaires techniques, les bailleurs de fonds, les associations de donneurs de sang, pour ensemble trouver une solution pérenne? Parce que quand il manque des poches, on a les donneurs, quand les poches sont là, les donneurs sont pas là, quand les machines pour tester le sang sont là, un autre maillon de la chaîne ne fonctionne pas. Témoin de la signature de ce protocole, l'ambassadeur des Suisses en RDC, Jasper Sarotte, qui s'est montré très heureux de l'aboutissement d'un tel partenariat. Pour sa part, la présidente de la fondation DNT, Denise Nyakeru, a réitéré son engagement pour la promotion de la santé de la femme en RDC. La firme pharmaceutique Roche est l'une des plus grandes sociétés de biotechnologie au monde, ainsi qu'un grand fournisseur, leader mondial de solutions de diagnostic in vitro. Roche RDC et la FDNT vont réfléchir sur une possibilité de défendre leurs actions sur toutes les autres provinces du pays pour le bien des populations. Et pour parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise, il faudrait absolument que les entrepreneurs du pays soient associés à la chaîne de valeur des matières premières. C'est en substance le message du DG de l'ARSP en mission de contrôle auprès des responsables de TFM. Il n'y a du tout pas de repos pour le numéro 1 de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, en cette période où le DG Miguel Cachal poursuit avec la mission de contrôle de grande envergure qu'il dirige personnellement dans les sociétés principales de l'espace Grand Katanga, précisément au Lualaba. Accompagné d'une forte délégation des entrepreneurs sur terrain, l'honorable Miguel Cachal a été dans les installations de l'entreprise Tenkefungurume Mining. Sur place, celui qu'on appelle affectueusement l'avocat des sous-traitants a échangé avec le comité directeur de TFM sur les respects de la loi dans ce secteur et ses mesures d'application, de manière à faire participer les Congolais dans la chaîne de valeur des matières premières du pays. Notre contrôle ici, dans la province du Lualaba, je me fais accompagner des entrepreneurs. Parce que ce sont eux les bénéficiaires de l'action du président de la République, chef de l'État, qui d'ailleurs l'a dit et l'a stipulé que c'est un combat pour l'indépendance économique. Et nous avons échangé avec les CEO de Tenkefungurume. Ils sont prêts à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP. Donc à l'issue du contrôle,
il y aura des conclusions. Nous saluons cette collaboration avec les inspecteurs de l'ARSP. Nous appelons tous les Congolais à continuer de faire confiance au président de la République. Ça ne s'est jamais fait dans notre pays où un président de la République s'implique autant. Et l'objectif du contrôle, c'est l'accès au marché de la sous-traitance pour les Congolais. Noble combat du chef de l'État. Au regard de cette mission, les entrepreneurs ont salué la matérialisation de la vision du président de la République dans la création de la vraie classe moyenne, véritablement congolaise. Et Willy Prince Michiki a procédé à l'inauguration du pont Viviane Biringanine dans la commune de Bumbu. Ce geste du président national du parti politique Unana vient résoudre un problème de mobilité qui a longtemps causé du tort aux habitants de cette municipalité. Musique, ambiance, joie et une marée humaine ont accompagné la délégation du parti politique Unana, conduite par le professeur Willy Prince Michiki, membre de la conférence des présidents du regroupement politique Action pour l'unité nationale dans la district des Funa, précisément dans la commune de Bumbu. Cette descente s'inscrit dans le cadre de l'inauguration d'un pont érigé par Viviane Biringanine, présidente de la Ligue des femmes du parti Cher, à Prince Willy Michiki. Prince Willy Michiki estime que cette œuvre vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de la modernisation et la construction de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec la volonté d'une des filles de Funa, Madame Viviane Biringanine, Maman ya Motema, Maman ya Moboto, elle vient de toucher dans sa poche, dans sa gibetière, pour financer la construction de ce pont moderne à qui on a donné une durée de 90 ans. Comme elle est de l'école Fachi, elle est du regroupement Action pour l'International, elle n'a pas résigné sur les moyens pour accompagner les filles et fils de Bumbu en particulier et de Funa en général. Viviane Biringanine, auteur de ce geste, promet de répondre aux besoins de la population meurtrie du district de la Funa, longtemps négligée. Et l'actualité à l'international à présent, une nouvelle bouffée d'oxygène pour la bande de Gaza, assiégée depuis 2 semaines par l'armée israélienne. 17 nouveaux camions chargés d'aide humanitaire ont traversé ce dimanche le terminal égyptien de Rafah en direction de la bande de Gaza, a constaté des correspondants de l'AFP. Il s'agit du 2e convoi en 2 jours destiné à l'enclave depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, provoquée par l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre, alors que 1400 personnes sont mortes en Israël, majoritairement des civils. 4651 personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza en raison des représailles de l'État hébreu, selon le Hamas. Et pour terminer en sport, le tout-puissant Mazembe a relevé le défi malgré les péripéties. Le club congolais a battu cet après-midi, loin de son pays, l'Espérance de Tunis. Le seul but des Corbeaux a été marqué à la 11e minute par Cheikh Fofana. Il s'agit donc de la première manche des quarts de finale de la Ligue africaine de football. Le match retour aura lieu ce mercredi en Tunisie. Place au rappel des titres à présent. Nouveau drame sur le fleuve Congo, au moins 18 morts, 200 rescapés et plusieurs disparus dans un naufrage survenu dans la nuit de samedi à dimanche au village Boyeka. Il s'agit à nouveau d'une baleinière qui a mal terminé sa navigation. Et les salaires et primes des administrateurs de territoire et de leurs assistants nouvellement nommés ne sont pas prévus dans le projet de loi de finances 2024. C'est l'une des observations faites par la société civile. Ces organisations étaient en séance de travail ce week-end avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Et l'aide humanitaire continue d'être acheminée dans la bande de Gaza. Ce dimanche, 17 camions, dont 6 citernes de carburant, ont traversé le terminal égyptien de Rafah en direction de l'enclave bombardée et assiégée par Israël. C'est le 2e convoi en 2 jours destiné au territoire palestinien. Et en sport, belle entrée en lice de tout-puissant Mazembe. Le club congolais a battu l'Espérance de Tunis 1-0 grâce à un but de Cheikh Fofana à la 11e minute. Le tout-puissant Mazembe remporte la première manche de ses quarts de finale de la Ligue africaine de football.
Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.